cas-là, je vais sans tarder passer la parole au professeur Pelé, qui va nous proposer un rapport de synthèse sur le thème du jour. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment aux membres du M2 qui ont eu l'immense gentillesse de m'inviter à tenter des propos conclusifs. Merci encore davantage à l'auditoire qui a ce courage incroyable de m'écouter jusqu'au bout. Je m'incline bien bas. Je ne dirai que quelques mots, c'est toujours avec une voix tremblante qu'on passe après des invités, des intervenants aussi prestigieux et avec une réflexion aussi profonde. Il me semble, si j'ai bien compris ce qui s'est dit cet après-midi, que s'il est une question qui revient de façon un peu lancinante sur le contrôle et la Cour de cassation contemporaine, c'est celle du constat d'un nombre extrêmement important d'affaires jugées tous les ans. Alors, moi, je me suis embêté à aller chercher les chiffres très précis. Ils sont sur le site de la Cour de cassation, son rapport d'activité, au 31 décembre 2016, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, la Cour de cassation, ces chambres civiles ont eu à connaître 21 777 dossiers, auxquels il faut ajouter les 7 828 dossiers de la chambre criminelle. Alors, à ce stade, on est un peu effaré. Pauvre juge de cassation, pauvre conseiller à la Cour de cassation. En réalité, il faut quand même les chiffres sont un tout petit peu trompeurs. N'oublions pas que devant la chambre criminelle, il y a à peine 40% des pourvois qui sont soutenus. Ce qui veut dire que 60% d'entre eux donnent lieu à un désistement ou à une déchéance. Dans 60% des cas, le jugement consiste à constater que le pourvoi n'est pas soutenu. De fait, un rôle de filtre par les avocats à la Cour de cassation doit avoir lieu, semble-t-il, puisque la déperdition doit sans doute être là. Devant les chambres civiles, les chiffres sont les mêmes, enfin ne sont pas les mêmes, pardon, mais on retrouve cette même idée. On a 17% des pourvois civils qui ont donné lieu à un désistement, 6% à une déchéance. En gros, 25% des pourvois civils ne sont pas tranchés par les chambres civiles de la Cour de cassation, puisqu'ils ne sont pas soutenus. Et si on s'intéresse aux pourvois effectivement soutenus, on s'aperçoit, là je ne vais pas vous donner le chiffre exact parce qu'on s'ennuie, mais bon, grosso modo, c'est 15 000 pourvois par an effectivement tranchés par la Cour de cassation. Sur ces 15 000 pourvois par an, effectivement tranchés par les chambres civiles de la Cour de cassation, grosso modo, c'est un tiers de cassation, un tiers de rejet non motivé. Et pour être très précis, j'ai fait le calcul, 37% des pourvois soutenus devant les chambres civiles de la Cour de cassation donnent lieu à une censure. 37%. Alors, la Cour de cassation juge beaucoup, il n'empêche, objectivement elle juge beaucoup, c'est à mettre en relation, par exemple, avec les 600 dossiers jugés par la CJE, les 800 arrêts rendus par an par la CEDH. Bon, évidemment que c'est sans aucune commune mesure, mais enfin, quand même, il faut constater qu'elle juge un peu moins que ce qui est parfois annoncé. Elle juge beaucoup, c'est incontestable. Est-ce que ça l'empêche d'être ce qu'elle a toujours été historiquement, c'est-à-dire, pour reprendre les propos d'Emmanuel Dreyer, professeur à Paris 1, l'un des fleurons de notre République? Je ne le crois pas. Je crois que la Cour de cassation juge à la fois extrêmement vite et extrêmement bien. Et je crois qu'il est permis de s'en réjouir. La Cour de cassation, d'une part, juge extrêmement vite. On l'a dit, là aussi, les chiffres sont sur le rapport de la Cour de cassation. Pour être très précise, là encore, les pourvois civils en 2016 ont été traités en moyenne en 421 jours, ça veut dire 14 mois, sachant que la chambre criminelle juge, elle, encore plus vite, en moyenne 194 jours. Donc la chambre criminelle juge en 8-9 mois, à peu près, et les chambres civiles en 14 mois. Alors évidemment, c'est une statistique générale, il y a plus rapide et il y a moins rapide, mais ça nous donne un ordre d'idée. C'est à faire pâlir d'envie toutes les cours suprêmes. Si on va sur le site de la CEDH, on apprend, non sans trembler, que la Cour s'efforce de juger en moins de 3 ans. Enfin, voilà, on en est là. La Cour de cassation n'est pas du tout sur les mêmes délais, en aucune façon. Alors pourquoi la Cour de cassation arrive, malgré le flux, à juger aussi vite? À l'évidence, grâce à l'activité et à la compétence de nos conseillers, sans aucun doute, sans doute aussi sont-ils aidés par la spécificité de la technique de cassation. Je crois qu'elle permet deux choses au droit qui favorisent la rapidité de traitement des litiges. La première chose, c'est qu'en réalité, elle préfiltre les moyens que peuvent soutenir
les avocats au Conseil devant la Cour de cassation. Comme finalement, il ne s'agira en aucune façon de traiter du fond du litige, mais de traiter du point de savoir si l'arrêt attaqué a correctement ou non appliqué la loi, par définition, on réduit assez considérablement le type d'argument susceptible d'être soutenu. Et puis la seconde chose qui permet, à mon avis, de favoriser un traitement extrêmement rapide des litiges, c'est que la technique de cassation permet une économie dans la motivation de la décision. On l'a dit, on le dit souvent, on le présente comme quelque chose de folklorique, mais il n'empêche que s'il y a quelque chose qui caractérise notre cour de cassation, c'est la concision, la motivation de ces décisions. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On peut en avoir plein d'opinions. Ce qui est certain, c'est que là aussi, ça favorise une immense rapidité de traitement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'ai absolument pas la prétention de fermer le débat sur ce point. J'ai quand même une remarque sur ce point. Si ça devait être mal, c'est parce que, paraît-il, cela rend difficilement intelligibles les arrêts de la Cour de cassation. Je dois reconnaître que j'ai bien du mal à comprendre l'argument. Pourquoi? Tout simplement parce que, dans l'immense majorité des cas, évidemment que les arrêts de la Cour de cassation sont intelligibles. On peut ne pas être d'accord, ça c'est une chose. On peut difficilement et en toute bonne foi prétendre qu'on ne les comprend pas. C'est quand même très différent. Et à supposer même qu'il ait des arrêts difficilement intelligibles. Admettons. Le fait est que la Cour de cassation, le président Chauvin en parlait, a pris conscience de l'importance des motivations enrichies pour certaines décisions. Pour certaines décisions, et seulement pour certaines d'entre elles, me semble-t-il, pourquoi pas faire un peu plus long? Sous réserve qu'en étant long, on soit clair, ce qui, à mon avis, reste à démontrer. Mais admettons. Mais si, à supposer, les quelques arrêts courts et non compris, en réalité, je dois reconnaître que je ne comprends pas l'argument de mes collègues qui se gossant à la fois des conseillers à la Cour de cassation et des avocats qui font l'immonde erreur de faire une erreur sur l'interprétation d'un arrêt, se rappellent à quel point eux sont intelligents. Si quelqu'un est responsable de la mauvaise compréhension des arrêts de la Cour de cassation, à supposer qu'elle existe, il est évident que ce sont les universitaires. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation écrit de la même façon ces arrêts depuis 1870. Si nous ne sommes pas capables d'apprendre comme nos maîtres nous ont appris à les lire, alors la faute est entièrement à l'école. Je ne suis pas sûr que le problème existe. À supposer qu'il existe, je ne pense pas qu'il faille se tromper de responsable. Donc, la technique de cassation a ce mérite, et à mon avis, sans mettre en cause l'intelligibilité des décisions, a ce mérite de permettre un traitement rapide, très rapide, du contentieux, fut-il important. Ça ne veut pas dire qu'aucune piste d'amélioration ne serait possible, évidemment que si, mais je pense à la marge. Par exemple, la réduction des délais dont vous parliez, Monsieur le Président, je pense, pourquoi pas, qu'on pourrait la rendre automatique, indépendamment de toute décision, au moins dans les hypothèses marginales, mais cependant qui existent, dans lesquelles le pourvoi en cassation a un effet suspensif. Je pense évidemment au pourvoi sur le principe du divorce. Je ne serais pas opposé à titre personnel à une réduction systématique. De la même façon, pour le délai de pourvoi en cassation, aujourd'hui il est de 2 mois. Substantiellement, le pourvoi en cassation, c'est un acte qui est exactement similaire à une déclaration d'appel. Pour faire une déclaration d'appel, on a 1 mois. Pourquoi pas aligner les deux? Il existe des moyens de rendre encore plus rapide la justice de cassation. Pourquoi ne pas les envisager? Il me semble que ça ne passe pas par une modification fondamentale de la pratique de la Cour. Alors, le procès en cassation est donc très rapide. Est-ce que l'instance générale, le procès dans son ensemble, est toujours rapide? Maître Texier a montré que parfois ce n'est pas le cas. Effectivement, c'est se poser la question de la durée de la procédure après une éventuelle censure. Comment faire pour réduire la procédure postérieure à la censure? Intellectuellement, il y a 2 manières de l'envisager. Que la Cour de cassation se saisisse de la question du fond, ou alors imposer des règles de procédure particulières et plus rapides devant la Cour d'appel de renvoi. C'est les 2 seules manières, me semble-t-il, de réduire les délais postérieurs à une éventuelle censure. La loi Justice 21 semble aller plutôt dans le sens d'un règlement au fond par la Cour de cassation. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, l'avenir nous le dira. Je pense sans doute quand même qu'il faut faire preuve de retenue dans ce mode de traitement, parce qu'effectivement, ça risque de mettre en cause la capacité de la Cour de cassation à aller par ailleurs très vite. Et puis, il y a quand même une grande différence pratique, logistique, mais enfin, le fait est qu'elle existe entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Le Conseil d'État a le dossier de fond par la Cour de cassation. Je ne vois pas très bien comment la Cour de cassation peut traiter d'une affaire au fond sans avoir les pièces sur lesquelles les avocats à la Cour se sont fondés. Bon.
Donc, il n'empêche qu'au-delà de cette question qui mérite d'être envisagée sans doute plus avant, la Cour de cassation juge incontestablement très vite. Est-ce qu'elle juge bien? Il me semble d'autre part qu'évidemment, elle juge extrêmement bien, et je ne comprends même pas, en réalité, d'où vient le débat selon lequel le flux, la masse des affaires rendrait absolument impossible la possibilité pour la Cour de cassation d'exercer son rôle normatif. Alors, je ne la comprends pas pour en réalité 2 raisons. J'entends bien que la Cour de cassation doit jouer un rôle de Cour suprême, en ce sens de Cour garante des droits et libertés fondamentaux. Des droits et libertés fondamentaux. Je crois qu'effectivement, c'est le rôle d'une Cour contemporaine, mais ce que je pense fondamentalement, c'est que c'est en traitant le contentieux disciplinaire qu'elle le fait. Pourquoi? Parce que, et Maître Texier l'a montré, en dernière analyse, qu'est-ce que le contentieux disciplinaire, si ce n'est le bras armé du procès équitable? Contrôler que la Cour d'appel a statué sur les dernières conclusions, contrôler que la Cour d'appel a mis en mesure les parties de débattre des différents débats. En d'autres termes, contrôler l'article 16 du Code de procédure civile, le principe de la contradiction. Contrôler que le ministère public, s'il a rendu un avis, avis qui a été donné aux parties en temps utile pour qu'elles puissent y répondre, le cas échéant. Autant de questions dont je comprends bien qu'un universitaire se contrefiche. Enfin, le fait est que pour un justiciable, c'est quand même un petit peu important, pour un justiciable, qu'est-ce d'autre que l'article 6 en mouvement? Alors, c'est vrai pour le procès civil, c'est encore plus vrai pour le procès pénal. Qu'est-ce que contrôle, dans le cas du contentieux disciplinaire, la chambre criminelle? Le fait que la peine est suffisamment motivée, le fait que le prévenu a eu la parole en dernier, le fait que la Cour d'appel a envisagé la possibilité d'une mesure alternative à l'emprisonnement. Mais, sauf erreur de ma part, ça me paraît être ça, les droits fondamentaux. Je croyais que c'était ça. Là aussi, c'est le bras armé du procès équitable. En d'autres termes, je ne peux pas partager l'opinion incroyablement aristocratique de la justice, consistant à dire que seul un arrêt à portée normative a de l'intérêt. Mais de l'intérêt pour qui? Il me semble que le service public de la justice est au service des justiciables. Voilà. Et pour les justiciables, alors le contentieux le plus important, c'est objectivement le contentieux disciplinaire. Est-ce que ça pose un véritable problème de le reconnaître? Je pourrais concevoir, à la rigueur, que la Cour de cassation recule sur le contrôle disciplinaire si ce contrôle disciplinaire l'empêchait d'exercer son pouvoir normatif. Pouvoir normatif qu'il est évident qu'elle exerce aujourd'hui et qui est absolument indispensable. Avec un soupçon de réserve toutefois, je reste relativement attaché au procès équitable. Mais bon, admettons. Mais qu'est-ce que nous donne à voir le droit actuel, contemporain, si ce n'est que la Cour de cassation n'a jamais joué un rôle aussi important que celui qui est le sien aujourd'hui sur le plan normatif? Regardons la réforme récente du droit des contrats. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, si ce n'est que le législateur a eu pour objet de codifier une grande partie de la jurisprudence de la Cour de cassation? Regardons le projet de réforme de la responsabilité civile. Qu'est-ce que ça nous apprend, si ce n'est qu'aujourd'hui, le droit de la responsabilité civile est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, dans les recueils de jurisprudence de la Cour de cassation et pas dans le Code civil? Qu'est-ce que ça nous apprend d'autre que la Cour de cassation joue un rôle qui n'a jamais été considéré comme aussi important? Sur le plan normatif, encore une fois, et même la Chambre, qui est sans doute la plus encombrée, c'est-à-dire la Chambre sociale de la Cour de cassation, la Chambre sociale rend de très grands arrêts tous les ans. Évidemment qu'on ne peut pas comprendre le droit du travail si on n'a pas en tête la jurisprudence de la Chambre sociale. Qu'est-ce qui empêche la Cour de cassation d'exercer son rôle normatif? Le flux ne l'empêche pas. Le flux, à l'immense rigueur, est peut-être susceptible de noyer certains arrêts qui ont une portée normative extrêmement importante au sein d'arrêts qui n'ont pas la même portée normative. C'est en réalité le seul risque objectif que j'arrive à concevoir. Mais si tel est le cas, la solution, elle est quelque part à chercher dans les modes de publication différenciés des arrêts. Il me semble que certains arrêts méritent, sans aucun doute, une portée, une diffusion encore plus importante. Je pense que, notamment, le rapport du rapporteur, après anonymisation de non-répartis, l'avis de l'avocat général, le cas échéant, devrait être disponible. De la même façon, sur Légifrance, on devrait savoir si un arrêt est PBRI ou s'il est simplement publié. À l'évidence, il me semble que c'est tout à fait opportun. Je ne crois pas véritablement qu'il soit nécessaire, pour autant,
de jeter le bébé avec l'eau du bain, le bébé étant ici le contrôle disciplinaire. Est-ce qu'il faut aller encore beaucoup plus loin et généraliser un contrôle de proportionnalité? Le président Chauvin a fait une description que je trouve absolument éclairante de ce qu'est ce nouveau contrôle de proportionnalité. Je crois que historiquement, j'avais l'impression, moi quand je faisais des études, que le contrôle de proportionnalité, en réalité, c'était un mode de traitement des conflits de normes. On a deux normes d'égale valeur normative, souvent qui sont deux droits fondamentaux, qui, sur une question considérée, s'opposent, objectivement s'opposent. Il faut faire prévaloir l'intérêt le plus légitime dans ce cas considéré. Alors l'exemple typique, c'est la liberté de la presse, d'une part, la vie privée, d'autre part. Finalement, c'était une façon de régler un conflit de deux normes également applicables qui disent des choses différentes. C'est un aspect, me semble-t-il, encore plus novateur d'admettre que, dans certains cas considérés, une loi considérée comme étant par ailleurs conforme aux exigences de la Convention et de la Cour européenne des droits de l'homme doit être, dans ce contentieux spécifique-là, au regard des circonstances de fait, écartée, parce que, dans ce contentieux spécifique-là, son application serait disproportionnée au regard des droits fondamentaux. Je partage en tout point la conclusion de Monsieur le Président Chauvin. Je pense que cette manière de raisonner, si elle est une nécessité, alors la Cour de cassation a toujours su adapter son rôle aux nécessités, et donc il faut le faire, mais je pense qu'il faut le faire avec mesure, uniquement lorsque c'est nécessaire, parce qu'il me semble quand même que cette méthode de raisonnement a cet immense inconvénient de créer alors évidemment de poser une question du point de vue de la sécurité juridique, et puis de créer en réalité une incitation au contentieux. Si une loi claire, vous n'êtes même pas sûr d'obtenir son application, genre une loi de prescription, vous n'êtes pas sûr, alors même que votre adversaire est prescrit, vous n'êtes pas sûr que sa demande sera jugée irrecevable, alors la vérité c'est que vous avez intérêt à y aller. Et ça, je pense que ce n'est pas nécessairement une solution pour laquelle qui que ce soit, et notamment pas les droits fondamentaux, y gagne quoi que ce soit. Quand on ne peut pas faire autrement, c'est une chose. Quand on peut faire autrement, j'avoue être assez peu convaincu. Alors, tout ça pour dire finalement que c'est honnêtement ce que je pensais avant, et je ne le pense que plus à la fin de cette journée. Je pense que la Cour de cassation moderne, contemporaine, est un véritable modèle. Systématiquement, on nous dit que la Cour de cassation devrait aller voir à l'étranger ce qui s'y fait. Je pense que l'étranger devrait voir ce que la Cour de cassation fait. On n'a pas à rougir. Et encore une fois, je suis extrêmement contente de travailler, de penser le droit dans un pays où la Cour de cassation, telle qu'elle existe et telle qu'elle exerce aujourd'hui son contrôle, est un véritable fleuron de la République. Je vous remercie infiniment. Quel éloge. Quel éloge de l'institution du Quai de l'Horloge. Eh bien, c'est assez remarquable d'entendre une telle plaidoirie, mais tout est démontré. Et pour ma part, je suis entièrement convaincu, et je te remercie, Sophie, d'avoir développé ce point de vue avec le talent et la verve qu'on te connaît. Et peut-être y a-t-il des questions? Non, pas de questions au sein de l'Assemblée. Alors,